Hello Henri, comment tu vas? Bonjour Paul, très bien, merci de ton accueil. Avec plaisir. Comme je te le disais juste avant qu'on allume la caméra, je suis vraiment très content que tu aies accepté de venir ici. Je suis client de vos services. Je crois que depuis 2 ans, ça m'a apporté beaucoup de tranquillité d'esprit. Mon but avec cet échange, c'est de donner quelques clés légales, entre guillemets, pour les entrepreneurs web qui nous écoutent, des trucs à surtout pas faire pour éviter des amendes assez salées. J'aimerais aussi qu'on aborde ton parcours, là, avec la casquette chef d'entreprise, Hmm. parce que Philippe, ton associé, et toi, vous êtes, si je... Jean-Philippe. Jean-Philippe, pardon, il va me taper à distance. Euh, si je caricature un peu, vous êtes des avocats slash infopreneurs. Je Hmm. trouve ce combo génial. Avant qu'on commence, j'ai un petit jeu à te proposer. J'ai envoyé la liste des questions que j'avais prévu de te poser à ChatGPT et il m'a proposé une liste de 5 vrais ou faux pour démarrer. Le but, c'est D'accord, qu'on se mette dans le bain et que tu y répondes rapidement. On aura le temps de retourner dessus par la suite si on veut ok. approfondir. Est-ce que tu es prêt? Oui, avec plaisir. Alors, si je vends une formation en ligne, mes clients n'ont jamais le droit de rétractation. Faux, et ça dépend en fait déjà si vous vendez à des clients professionnels, et puis vous pouvez aménager ça aussi en demandant à vos clients euh, d'accepter le fait qu'il n'y ait pas de droit de rétractation. Ok. Si un freelance crée mon site, le contenu m'appartient automatiquement. Faux, et ça c'est un point très important, effectivement, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais il faut faire des cessions de droits de propriété intellectuelle avec vos freelances. Tant que je suis petit, je peux ignorer le RGPD. Vrai et faux, en fait, c'est-à-dire que je ne devrais pas dire faux parce qu'en fait, nul n'est censé ignorer la loi. Maintenant, il y a effectivement des réglementations qui sont, je dirais, où il y a un niveau de vigilance plus important selon la taille de son entreprise. Et en règle générale, le droit fonctionne comme ça. C'est pour ça aussi, à un moment donné, que c'est important d'avoir des avocats à ses côtés parce que parfois certaines personnes ne se lancent même pas parce qu'effectivement le droit est tellement large et vaste, mais quand on a finalement des avocats qui vous expliquent que telle réglementation, elle existe, mais que c'est pas forcément prioritaire de la traiter, c'est ça qui est quelque part rassurant et qui permet de savoir concrètement et de façon pratique qu'est-ce qu'il faut privilégier quand on se lance. Ok. Quatrième, vrai ou faux, offrir un cadeau pour obtenir un avis client est toujours illégal. Vrai, Et dernier, un bon juridique peut aussi améliorer les ventes. vrai. Ok, trop bien. Et ben on aura l'occasion de d'élaborer un peu tout ça. J'ai déjà des idées de questions, des nouvelles idées. Est-ce que pour débuter, Je tu pourrais pensais te... pas qu'on allait Vas-y. rentrer dans le vif du sujet comme ça. Je pensais qu'on allait parler plutôt entrepreneuriat, mais j'ai avec grand plaisir pour partager de l'expertise juridique, voilà, en Eh espérant que ben, je ça vous veux servira. avoir les deux, justement. J'aimerais qu'on Ok, ait un peu la casquette avocat et la ouais. casquette entrepreneur. Euh, Ça tombe est-ce bien que... parce que Ouais. c'est exactement la manière dont je me définirais, c'est-à-dire véritablement un avocat et un entrepreneur. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que je pense que on est particulièrement bon pour accompagner les entrepreneurs parce que nous sommes nous-mêmes entrepreneurs, donc on parle le même langage et finalement notre zone de génie dans l'entrepreneuriat, c'est aussi d'être avocat, donc de pouvoir, un peu comme quelqu'un qui serait, je sais pas, coach en mindset, voilà, nous, notre zone de génie, c'est de pouvoir faire en sorte que le droit ne soit pas un problème pour nos clients. C'est vraiment le truc que j'avais adoré chez vous, c'est ce côté, pour moi, le droit, c'est vraiment un truc hyper froid, complexe et complètement... à aucun moment, je me suis dit que j'allais comprendre le droit. Tu vois, je me suis toujours dit, quand j'aurai de l'argent, je le délèguerai. Vous m'avez mis en confiance avec vos packs, donc je l'ai pas encore dit pour ceux qui nous écoutent, mais je suis aussi cliente chez vous, donc je suis peut-être un peu biaisé dans ce que je vais dire. Mais
enfin Je vraiment, crois que j'ai tu adoré le tu l'avais truc. quand même dit en introduction, je crois. Je l'avais dit en intro que j'avais acheté déjà. Ouais, Bon, bah, je le redis. mais en tout cas, c'est sympathique. Et puis en plus de t'entendre dire que ça t'a beaucoup servi, c'est vrai que voilà, c'est quelque chose. Vraiment, on a à cœur, notre ADN, c'est vraiment de transmettre l'excellence accessible. C'est une valeur extrêmement forte qu'on a. On veut, et puis en fait, les avocats ne s'adressent pas beaucoup à la clientèle de gens qui se lancent. C'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait en ligne, c'est pour aider vraiment et transmettre notre savoir-faire. D'accord. Et vous avez justement donc le cabinet Hmm. TMLR, qui est un cabinet d'avocats un peu plus classique dans ce qu'on pourrait Ouais. imaginer. Et vous avez aussi la partie InfoLawyers. Donc Hmm. c'est via là que vous vendez notamment les packs, que vous vendez le bouclier et tout ça. Euh, à quel moment vous avez décidé de faire cette scission entre les deux? En fait, ça fait véritablement partie de la création de notre cabinet, puisque en réalité, nous, on s'est rencontrés avec Jean-Philippe, pour la petite histoire, Jean-Philippe m'a confié moi mes premiers dossiers. Je commençais j'ai créé un cabinet avec un ami depuis chez moi, etc. Et Jean-Philippe a commencé à me confier des dossiers parce que j'avais une expertise de pointe sur tout ce qui est propriété intellectuelle, nouvelles technologies, droit de l'internet. Et à un moment donné, il avait un client qui s'appelle Learnybox, qui est un peu connu Ok, dans le milieu, oui. avec Lorenzo Pancino, qui était l'ancien fondateur de Learnybox. Et donc, voilà, je l'ai aidé à travailler sur ce client. Et à un moment donné, ce client et Lorenzo Pancino nous a dit, il faut absolument, on était en 2017, il faut absolument que vous fassiez quelque chose pour aider les infopreneurs à se mettre en conformité au niveau du droit. Il y a le RGPD qui arrive, puisque le RGPD Mm. c'était le 25 mai 2018. Il y a plein de réglementations et aujourd'hui c'est le gros bazar, donc personne ne sait rien. Donc faites un webinaire. Alors nous on était là, bah oui, on est des avocats, faire un webinaire, enfin vu la manière dont tu les fais, c'est quand même un peu étrange. C'est très très marketing, très commercial. Et puis on s'est dit, allez, on y va. Et là, ça a tout de suite extrêmement bien fonctionné. On Ah a bah ouais. répondu à un vrai besoin. On a proposé justement les packs dont tu parlais. Je me souviens, le premier pack qu'on avait, c'était les documents juridiques des infopreneurs. Et donc, ça a véritablement servi. C'était une attente des personnes du marché. Et donc, on a fait des webinaires comme ça à 1500, 2000 personnes, Waouh. et avec vraiment puis les gens qui achètent ce qu'on proposait parce que ça les intéressait vraiment. Et c'est partant de ce constat où on n'était pas encore associé au sein du cabinet avec Jean-Philippe. On avait juste fait ce projet-là en parallèle. Et en parallèle, moi, je l'aidais à traiter certains autres clients et j'avais aussi ma clientèle. Qu'on s'est dit, c'est top déjà, finalement, ce qu'on a gagné avec ce premier lancement InfoLawyers, on va peut-être recruter quelque part une collaboratrice et on va peut-être s'associer. Et donc, du coup, on a décidé de créer une société parallèle qui serait dédiée à la formation, qui est du coup la société qui porte InfoLawyers, et en parallèle de développer notre cabinet. Et en fait, ça a toujours été, les deux ont toujours été corrélés, ont fonctionné ensemble. Et en fait, InfoLawyers a aussi été une manière, et toujours une manière, de nous apporter finalement une visibilité et de nous apporter aussi une clientèle au cabinet, même si au cabinet, on a des clients qui sont aussi assez différents, plus institutionnels, etc. Mais ça représente quand même une bonne part de clients aussi qu'on a au cabinet qui sont issus du monde de l'entrepreneuriat en ligne. Voilà, et donc on a vraiment de concert développé ces deux activités ensemble. Ok. Et au démarrage, notre cabinet, nous étions simplement deux associés et assez rapidement, on a recruté. Et là, aujourd'hui, on est une dizaine d'avocats. Voilà, ça fonctionne bien Waouh. avec des enjeux évidemment d'une boîte aussi qui passe de alors c'était une croissance qui est raisonnée, on n'est pas dans une start-up, mais évidemment il y a des enjeux de croissance
qui sont forcément importants, avec des histoires, on y reviendra, mais on peut faire des erreurs. Voilà, donc, mais aujourd'hui, voilà, on a un cabinet, quelque part. Moi, les premières années de ma carrière professionnelle, j'avais développé ce cabinet qui était mon cabinet propre avec du coup un ingénieur, et l'idée c'était d'apporter l'excellence juridique et l'alliance d'un avocat et d'un ingénieur vraiment dans le Ouais. domaine de l'IT. C'était finalement, ça fonctionnait correctement, mais je n'avais pas créé le cabinet de mes rêves. Et aujourd'hui, et à l'époque, je voyais, je visualisais ce cabinet, mais je me disais c'est pas possible, etc. Et aujourd'hui, véritablement, on a le cabinet de nos rêves, même si voilà, il y a toujours des enjeux, c'est pas tous les jours simple. Et ce cabinet, il est fondé sur une vision qui est extrêmement forte et qui pour moi est avant-gardiste. C'est que nous sommes un cabinet d'avocats épanouis. Être avocat et être épanoui aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué parce que c'est un métier qui est extrêmement dur. Donc c'est une vision voilà, on a ça en vision. On n'est pas toujours épanoui, on est voilà, mais véritablement nos collaborateurs sont heureux de venir travailler. Nous sommes heureux de venir à ce cabinet. Et en fait, on accompagne les dirigeants remarquables qui bâtissent le monde de demain. Et c'est vraiment la vision de notre cabinet qui est puissante parce que ça nous permet de recruter et de fédérer des talents énormes à nos côtés pour pouvoir participer à notre mission. Quand tu dis épanoui, ça veut dire que, par exemple, t'imposes pas aux gens de faire des heures de fou, qu'il y a l'équilibre vie pro-perso, qu'il y a des... Exactement. Ok, ça Exactement. veut dire Même ça. si on est structurellement dans un métier où tu ne peux pas réussir si tu travailles pas quand même Hmm. bah, beaucoup. C'est le cliché que j'ai en tête des avocats. Donc, mais malgré tout, quand on dit travailler beaucoup, on reste sur des horaires qui sont très raisonnables, c'est-à-dire souvent de 9h, 19, 20h. C'est de ne pas travailler le week-end. On a accordé 6 semaines de congé à tous nos collaborateurs, ce qui Yes. va au-delà des recommandations de l'ordre des avocats. On a également la plupart de nos collaborateurs qui sont au 4/5e, parce que voilà, ils le demandaient. Et nous-mêmes, on essaye d'avoir une vie la plus équilibrée possible, même si encore une fois, c'est un défi de ce métier. Ce métier, il faut comprendre ce qu'il est, c'est-à-dire qu'on gère au quotidien des problèmes et des problèmes importants de nos clients. Donc Hmm. parfois, ça peut être assez lourd. Donc ça reste quand même un métier avec des charges mentales élevées, surtout qu'on a à cœur de faire très bien les choses, quoi, en fait. Mais c'est pour ça que le fait d'avoir cette vision d'être un cabinet d'avocats épanoui, c'est-à-dire que nous, on essaie d'apporter un maximum d'épanouissement aux personnes qui travaillent avec nous, et nous-mêmes, on essaie de l'avoir, parce qu'on sait à quel point c'est dur. Et donc, si on veut continuer, perdurer, etc., pour nous, c'est indispensable d'être comme ça. Et c'est pour ça aussi que je dis que c'est avant-gardiste, parce que pour moi, c'est une notion qui fait que la plupart des entreprises de demain, je pense, devront être comme ça pour continuer à perdurer. Hmm. Mais comment tu fais pour rester, par exemple, compétitif si tout le monde est au 4/5e, ou si tu vois que les cabinets concurrents, eh ben, ils sont à 80 heures semaine, et que toi tu dis non, par contre je veux que tout le monde soit bien, donc on bosse moins, ou comment t'arrives, tu vois, t'as la casquette chef d'entreprise un peu aussi, Bien sûr, bien et sûr. en même Bah, temps, je suis à fond dans ta team, hein. Moi je suis à fond pour que ouais, tout le non, mais monde bien se sûr, bien sente sûr. bien. Non, mais encore une fois, comme je te le disais, malgré tout, on bosse tous quand même beaucoup. Ensuite, il y a des cabinets qui, effectivement, où les gens bossent plus, mais où les gens se Hmm. crament, où il y a des Ah, burn-out. Nous, la plupart des collaborateurs avec qui aujourd'hui on travaille sont des gens qui ont été en burn-out avant et qui se sont reconstruits au sein de notre cabinet et sont en fait des pépites, des talents immenses, vraiment des gens, enfin moi que j'estime énormément, parce
parce que en fait justement, ce serait faux de croire qu'on peut se cramer et cramer toute son énergie et être efficace. Et en fait, Mm. c'est justement la gestion de son énergie, le travail en équipe, le fait d'être aussi écouté, compris par des confrères, par des pairs, le fait de pouvoir discuter régulièrement avec d'autres qui fait que bah, ça réduit finalement la charge et que malgré tout, je pense que si on fait 40 heures par semaine ou 35 heures par semaine ou même bah, évidemment pour le 4/5e, bah, on est plutôt sur du 25-30 heures. En 25-30 heures, il y a quand même de quoi produire beaucoup de choses, quoi. Ah oui. Et également, en fait, et ça c'est tout un enjeu aussi parallèle, c'est d'intégrer des process et de l'IA au sein de notre cabinet qui permet d'être plus efficient et plus rationnel dans le traitement des choses, de l'administratif, etc. Et j'en parlais aussi avec une consoeur qui disait, bah, moi, je n'en peux plus de l'incurie de certains confrères qui finalement sont tellement débordés qu'ils ne répondent pas au téléphone, etc. Ben, nous, justement, on a aussi cette organisation qui fait que bah, les associés sont dédiés à la gestion de la relation client, à la gestion de la relation avec les confrères des négociations, pendant qu'on a nos collaborateurs qui sont plus dédiés à la production, et ce qui fait que en fait ça s'organise assez bien. Voilà. Après c'est notre mode de fonctionnement. Ouais. Et t'as pas, tu disais donc pas mal des collaborateurs qui viennent en gros d'un emploi où c'était plus excessif dans les horaires et dans le rythme de travail. Est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps des vieux réflexes un peu toxiques qui viennent se remettre? Euh, Comment t'arrives toi de temps en temps à prendre le recul et te dire, là je suis en train de repartir dans un vieux travers, si je continue je vais foncer dans un nouveau burn-out. Comment j'arrive à ralentir? Parce que je pense que c'est quelque chose que je vois souvent chez les entrepreneurs aussi parfois il faut savoir prendre du temps pour soi, se recentrer et arriver à avoir assez de recul sur son comportement pour pas se faire écraser de charge mentale et pour se dire là, Paul, t'as droit à du repos aussi. Ouais, bah alors, en fait, c'est bah, tu touches un sujet qui est évidemment pas simple, hein, que ce soit pour les chefs d'entreprise et a fortiori, je pense, pour les chefs d'entreprise avocats. Mais en fait, c'est déjà pour moi avoir des routines et un temps de travail qui soit limité. C'est de se dire, par exemple, à 19h, 19h30, je quitte mon travail. Moi, j'ai la chance aussi d'être très proche de mon travail, de mon domicile. Donc voilà, je perds pas de temps là-dessus. C'est de se dire aussi, majoritairement, je ne bosse pas le week-end. J'essaie de pas bosser le soir non plus. Donc en fait, je fais du sport régulièrement. J'ai mes zones de sport dans la semaine. Euh, également, je pense que d'être bien accompagné. Donc quand on a une famille, c'est aussi une source d'équilibre parce qu'à un moment donné, bah, ils vont nous mettre aussi des limites. On va dire, bah, faut arrêter un peu de travailler. Voilà. Et puis le dernier point, c'est que j'essaye aussi personnellement de prendre des vacances quand même assez régulièrement. Voilà, Ouais. pour moi, c'est aussi important d'avoir cet équilibre vie pro, vie perso, même si malheureusement, pendant les vacances, je suis quand même souvent, enfin, je sais jamais des véritables vacances, sauf peut-être entre Noël et le jour de l'an ou les 15 premiers jours Ouais. d'août. Mais voilà, après réduire la charge fait du bien malgré tout. Et puis être dans des environnements où on peut courir, se baigner, prendre le Hmm. soleil, se balader en forêt. Voilà. Ah ouais, ça doit être dur. Et puis je pense en plus que vous avez en tant qu'avocat, ce que j'ai pas, c'est que moi dans mon business, il n'y a pas d'enjeu énorme. Euh, Vous en plus, les problématiques qu'il y a, c'est problématiques via vos clients, il y a beaucoup d'argent qui peut être en jeu, il y a Ouais, bien sûr, comment bien tu sûr. gères ça? Tu vois, moi, ça m'impressionne la charge mentale d'un avocat. Alors, on n'est pas au niveau chirurgien qui a littéralement des vies en main, mais quand même, on est pas mal dans l'échelle. Bah, justement, moi, j'ai un frère qui est médecin oncologue, donc pour le coup, il gère vraiment des vies. Je discutais de ça avec lui. En fait, eux, ils ont finalement presque
des process plus établis, c'est-à-dire qu'ils sont souvent, ils gèrent souvent les mêmes choses. Nous, en plus, c'est des choses souvent, c'est du nouveau, enfin, c'est Mhm. souvent voilà, des nouvelles problématiques, etc. Donc, oui, c'est un vrai sujet, ce que tu exposes, et c'est pas simple à gérer. Le problème, c'est à certains moments, c'est le mental qui ne s'arrête pas, c'est-à-dire de Ouais, penser à ces dossiers la nuit, en courant, quand on est avec sa famille. Et en fait, c'est, et donc tout l'enjeu, c'est de faire en sorte d'arrêter de penser à ces dossiers. Mais c'est un vrai problème pour beaucoup d'avocats, et moi-même, voilà, c'est forcément aussi une difficulté, mais c'est justement un des process à essayer de mettre en place. oui. Voilà, essayer de méditer, essayer de relâcher. C'est pour ça qu'il faut s'aménager des zones de non-travail et de relâchement, quoi, en fait. Ah ouais. J'espérais que tu allais me donner un Ah, petit truc si, magique là, je si suis vous aviez déçu. envie de faire le métier d'avocat, bah, vous savez à quoi vous attendre. Mais oui, Ouais. c'est un métier c'est un métier qui est très dur, qui est très dur. Oh là là. Ouais. Et en plus, enfin, D'où on est. encore une fois Ouais. l'idée extrêmement forte, quand je reviens à la vision qu'on a et qu'on a établie, d'être un cabinet d'avocats épanoui. C'est-à-dire que c'est une vision très difficile et très forte, mais qui est assez unique. Voilà, et c'est une vision qui est plus interne. Et le Oui. deuxième moyen aussi, c'est qu'à un moment donné, euh, c'est- nous nous adressons à des et nous adressons et nous voulons plus nous adresser à tout le monde. On veut bien aider tout le monde en diffusant notre savoir-faire sur les réseaux sociaux, etc. Mais les gens avec Mm. qui on travaille maintenant, on doit les sélectionner. Et c'est pour ça qu'on sélectionne des dirigeants remarquables qui bâtissent le monde de demain. Pourquoi? Parce que en fait, on a beaucoup de clients aujourd'hui, et qu'à un moment donné aussi, euh, bah, on veut travailler dans des bonnes conditions avec nos clients, et on a ce luxe de pouvoir aussi choisir nos clients. Et ça, c'est un élément aussi qui est important, de faire de la sélection et du choix de ses clients, parce que le pire, c'est de travailler avec des clients qui ne vous Mm. respectent pas, en plus de tout le reste du métier. Oh là là, j'imagine. Mais et est-ce que le fait de basculer sur un modèle, donc il y a le modèle d'avocat où on est un peu plus facturé à l'heure de Hum, travail, et là, avec InfoLawyer, vous êtes plus sur un modèle scalable hum. en vendant des packs. Est-ce que ça permet pas aussi de se libérer un peu d'espace, de temps finalement, de générer un chiffre d'affaires scalable, Ouais. tout en se libérant du temps et du coup du confort de travail? Si, évidemment, évidemment. Ensuite, c'est-à-dire que les packs, c'était quelque chose qui était vraiment bien pour ça. Qu'on en vende un ou Mm. 2000, finalement, c'était quasiment à peu près le même temps de délivrance. Mais, mais aujourd'hui, c'est un peu moins ce que je dirais, ce que le marché attend. En fait, le marché aujourd'hui attend plus aussi de l'accompagnement, du done with you. Donc, Ouais, c'est pour ça qu'on a évolué beaucoup, même si on a encore nos packs, hein, mais on évolue quand même beaucoup vers Bouclier 360. Et Bouclier 360, ça offre la possibilité de pouvoir travailler avec nous extrêmement facilement, d'avoir accès à tous nos modèles de contrat, d'avoir accès à la hotline du cabinet. Donc, ça reste effectivement un modèle qui est vertueux, qui est à l'abonnement, donc qui est effectivement financièrement intéressant, mais qui reste des modèles où on travaille quand même malgré tout beaucoup. oui, Voilà, donc, je dirais que c'est plutôt vertueux financièrement. Après, comme on a pas mal de clients, forcément, on reste avec des charges de travail qui sont importantes, et puis à gérer aussi des problématiques, oui. des problèmes de nos clients, quoi. Et les problèmes de vos clients, il y en a quand ils achètent le pack, finalement, vous, après, il n'y a pas. Le suivi, il est très limité enfin, dans la formule, c'est Oui, pas oui, une voilà, formule ouais, avec suivi. exactement, exactement. Dans le bouclier, est-ce que tu peux. Je suis pas client du bouclier pour le Ouais, moment. ok. Est-ce que du coup, tu peux m'expliquer un peu comment ça marche, à quoi ça correspond, la formule et tout ça?
Bah, bouclier 360, l'idée c'est d'avoir vraiment son cabinet d'avocats et avec donc du coup des avocats qui sont extrêmement compétents à ses côtés. Ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord auditer l'activité et donc en indiquant quels sont les points à corriger. Grâce à Bouclier 360, vous allez avoir accès à une hotline, donc vous pouvez nous contacter quand vous le souhaitez en fait, contacter vos avocats pour faire un point sur une problématique, etc. Vous allez avoir accès aussi, si vous avez des besoins spécifiques, à une tarification préférentielle pour travailler avec notre cabinet. Donc, c'est une manière de travailler beaucoup plus facilement avec notre cabinet au forfait avec un taux horaire qui est réduit. Euh, vous allez avoir accès à l'ensemble de nos modèles de contrats. Donc, on a beaucoup de clients qui vont utiliser ces contrats pour pouvoir sécuriser leur activité. Ils vont nous les faire revoir, par exemple, dans le cadre de la hotline. Et puis après, il y a accès aussi, par exemple, à un groupe WhatsApp où on peut poser ses questions. On a accès à d'autres entrepreneurs, à un groupe d'entrepreneurs qui sont tous membres boucliers. Voilà, donc, et à des formations en parallèle. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de rentrer quelque part dans notre famille, d'être membre de notre cabinet, donc de pouvoir travailler beaucoup plus facilement avec nous, parce qu'aujourd'hui, effectivement, travailler avec nous sans être membre bouclier 360 ou si finalement on a une petite problématique, ça va pas forcément être intéressant. Là, Hmm. voilà, ça permet voilà, c'est aussi une manière de filtrer un peu les clients et voilà, c'est intéressant pour eux de savoir qu'ils peuvent compter sur nous à n'importe quel moment de leur activité, dans leur développement et voilà. Ok. Et comment toi, quand tu crées une offre comme celle-ci, t'arrives à la pricer? Parce que tu dois avoir un mix, tu dois avoir des clients qui sont abonnés mais qui finalement ne viennent pas, ne te posent jamais de questions et tout, qui sont abonnés comme un abonnement à la salle de sport où tu vas pas, tu vois. Et par Bien contre, sûr, on a d'autres qui vont vouloir rentabiliser à fond et t'en as qui sont bien un peu au sûr. milieu. Comment t'arrives à trouver un équilibre entre tout ça, à trouver un prix juste où il y en a qui seront gagnants parce qu'ils vont surdemander, mais il y en a euh, qui vont payer pour rien presque finalement. Bah, c'est une bonne question. Je dirais que finalement, en tant qu'avocat, on n'a pas toujours été très éduqué aux chiffres. Enfin, et moi, non, non, mais c'est vrai, on est des hommes de verbes, on est des hommes de lettres, mais on n'est Mm. pas trop des hommes de chiffres et de finances. Et donc, sur ces sujets-là, récemment, on a pris finalement un accompagnement pour structurer financièrement notre cabinet parce qu'on était vraiment, enfin, on a quand même des une belle entreprise, voilà, qui reste une petite entreprise, mais qui Oui. tourne bien, etc. Mais on avait une très faible visibilité financière de notre entreprise et c'est un petit peu problématique. Donc, comment est-ce qu'on fixe les prix? On les fixe plutôt, euh, justement, selon en se disant ce que les clients sont prêts à acheter. Enfin, là, je parle plus par rapport à Bouclier 360. Oui. Et en fait, je pense que notre prix correspond finalement à quelque chose qui fait que puisque le prix il est à 2 970 € par an, 297 € par mois, donc ça Oui. correspond à quelque chose qui reste attractif et intéressant quand on est à un certain niveau de chiffre d'affaires. C'est sûr que si vous faites entre 0 et 25 000 € de chiffre d'affaires, c'est pas intéressant, mais dès qu'on est à 100 000 € de chiffre d'affaires annuel, on se dit c'est quand même une sécurité qu'on a avec nous et à un prix qui est quand même assez attractif. Euh, et voilà, et donc effectivement, on a certains clients qui l'utilisent beaucoup, d'autres moins. Voilà, et après, bon, nous, on a l'impression qu'on s'y retrouve. Voilà, et les clients aussi, donc c'est plutôt positif. Ok. Ah, mais mais tu vois, j'avais regardé un peu la page de vente. J'avais l'impression que ça fonctionnait un peu plus presque comme une mutuelle. Finalement, c'est-à-dire que tu payes une sorte d'abonnement et si à un moment j'ai une galère, là je peux vous appeler et là vous venez me défendre. Enfin, je sais pas comment ça marche, mais
J'avais l'impression que ça fonctionnait plus comme ça, en fait. Oui, non, mais bah, ça, c'est le but, quoi. En fait, le but, c'est qu'au moment où vous ayez besoin de nous, on est là. En fait, l'avocat, si tu veux, il intervient de différentes manières dans une activité. Il intervient pour la protéger, la structurer, donc pour en fait anticiper. Et il Oui. intervient aussi pour guérir en cas de problème, quoi. Et, en général, ça coûte beaucoup moins cher d'intervenir en anticipation et en Mhm. structuration que par la suite. Mais nous, on fait les deux. C'est ce qui nous permet d'ailleurs d'être bons dans les deux. Il y a certains avocats qui disent, moi, je fais que du contentieux. Alors, moi, je trouve que c'est bien de dire et c'est bien de faire surtout les deux, c'est-à-dire bah, de savoir ce qui peut se passer en cas de problème et pourquoi justement on met certains garde-fous avant. Donc, et donc bouclier, l'idée, effectivement, c'est d'être là soit en anticipation et en structuration, et en cas de problème aussi d'être là, quoi, en fait, et donc de pouvoir nous mobiliser et mobiliser une équipe d'avocats. Et nous, ce qui est pas mal, c'est qu'on a forcément différentes spécialités au cabinet. Donc, selon les problèmes, bah, on arrive à mobiliser le bon avocat qui sera adapté à son problème pour vous aider. Ok, ouais. Puis vous avez une jolie liste de clients, j'avais vu, donc, enfin de clients. C'est l'avantage, c'est que tu t'adresses à des entrepreneurs et que tu peux mettre des entrepreneurs web que ta cible connaît aussi. Donc ça, c'est cool. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, finalement, aujourd'hui, on a compris aussi que bah, cette solution bouclier 360, finalement, elle était vraiment top pour une certaine catégorie d'entrepreneurs, mais pas justement pour ceux qui se lancent, quoi, en fait. C'est pas Oui. parce qu'en plus, ceux qui se lancent, parfois, ils vont nous solliciter avec des problématiques. Mon compte INPI pour créer ma boîte ne fonctionne pas. Enfin, c'est pas, nous, c'est pas ce genre de, on n'est pas là pour résoudre ce type de problématique, quoi. Nous, les problématiques qu'on résout, c'est des litiges avec des clients, c'est bah, je veux déposer une marque, je veux faire une licence de marque, je veux optimiser un point sur le plan fiscal, j'ai un litige avec un partenaire, je veux faire un contrat d'affiliation, je veux faire un contrat avec mes closers, etc. Voilà, c'est ce type de Mm. choses. Voilà, et ce type de choses, quand on les fait, bah, c'est qu'on est déjà à un certain niveau business et de maturité, quoi. Donc en Ouais, c'est bien fait, plus avancé. voilà, c'est vraiment une solution qui est très adaptée, je dirais, quand on arrive à environ 100 000 euros de chiffre d'affaires, quoi. Ok. Et du coup, si on débute, c'est par quoi qu'il faut débuter? Pas forcément dans votre catalogue de services, mais tu disais au début, par exemple, le RGPD, c'est pas forcément la priorité. Tu le sous-entendais sans le dire, Ouais, bien sûr. mais c'est quoi la priorité si on débute? Bah, la priorité, c'est de mettre en place un contrat avec ses clients et un contrat qui soit sécurisant. On voit trop de personnes qui vont vendre des choses sans contrat. Donc ça se passe bien, parfois, la plupart du temps ça se passe bien évidemment, mais le jour où ça se passe mal, c'est là où en fait on ressort les contrats. C'est là où voilà, on se dit bah, qu'est-ce qui a été prévu, qu'est-ce qui a été convenu. Est-ce que vous avez une limitation de responsabilité? Moi, oui, si j'avais une chose à dire à l'audience, c'est une chose qu'il faut retenir, c'est quand vous êtes prestataire de service, par exemple, mettez toujours une clause limitative de responsabilité dans vos contrats. Ça permet véritablement d'alléger votre risque des missions que vous faites pour vos clients. Ok. Donc ça, c'est dans la partie conditions générales de vente. Ouais, voilà, les conditions générales de vente sont des contrats. Donc après, il y a certaines personnes qui interviennent auprès de leurs clients avec des contrats ou alors avec des conditions générales de vente. Donc oui, faire ces conditions générales de vente sous contrat, c'est un peu la base parce que si vous êtes en B2C, donc avec des consommateurs, ça va être obligatoire. Si Oui. vous êtes en B2B, c'est pas nécessairement obligatoire, mais le fait de l'avoir, ça va sécuriser considérablement votre business. Et donc, il y a les contrats avec vos clients, mais il y a aussi les contrats avec vos fournisseurs, vos prestataires, vos partenaires. Si vous faites intervenir des gens dans votre activité,
assurez-vous qu'il y a un contrat avec eux, assurez-vous qu'il y ait par exemple des clauses de cession de droits de propriété intellectuelle si ils créent un site internet pour vous, s'ils font du copywriting pour vous. Voilà, ça c'est très important aussi d'avoir un bon contrat avec vos prestataires. Et là où il y a le plus de risques, je dirais, ensuite, c'est vraiment les contrats de partenariat. Et notamment les, entre guillemets, ça on le voit pas mal dans l'entrepreneuriat du web, c'est un peu les quasi-associations sous forme de partenariat. Et ça, c'est des contrats qui sont assez à risque. Donc ça, il faut toujours vraiment bien verrouiller ça lorsque vous créez des contrats de ce type avec des avocats, quoi. C'est ce que tu appelles ces partenariats, c'est par exemple de l'affiliation, ou là, le podcast qu'on fait, finalement, c'est une sorte de partenariat, cet échange? Ou c'est Oui, quoi? non, là, le podcast qu'on fait, c'est pas vraiment un partenariat parce que en fait, on est tout simplement dans une relation où on va diffuser, on diffuse un savoir, mais non, le partenariat, c'est plus, par exemple, on va créer un business ensemble. Toi, tu vas finalement faire toute la partie marketing, acquisition, etc. Tu vas me faire être rémunéré au pourcentage du chiffre d'affaires. Et donc, il y a des gens qui se mettent d'accord là-dessus. Ils créent pas vraiment de contrat ou ils créent des contrats Mhm. un peu bancaux et finalement qui, lorsque il y a un litige, on va se dire ouais, quelle est la durée, jusqu'à quand étaient dues les commissions, etc. Et c'est là où ça peut créer des vrais litiges et des vraies incertitudes. L'aléa, en fait, c'est là où il y a du coup un problème au niveau juridique, c'est quand il y a un aléa fort sur un contrat, parce que le contrat était un peu flou, et donc une partie va se dire, bah, moi je vais réclamer 200 000 euros parce que tu me devais tout ce Oh pourcentage là là. jusqu'à voilà, et l'autre partie va dire, bah non, on a clôturé le contrat, je dois pas ces sommes-là, quoi, en fait. Voilà. Donc euh, ensuite, là, si tu voulais un conseil pour ton podcast, et nous, c'est ce qu'on fait dans le nôtre, en fait, on prévoit aussi toujours une cession de droit à l'image. Parce que finalement, là, quelque part, tu vas exploiter et diffuser notre image. Bon, je suis consentant pour être filmé, mais voilà, c'est intéressant de prévoir ça, histoire que je puisse pas te dire, bon, je voudrais retirer mon image rapidement, quoi. Mhm. Je vais te faire signer ça discrètement. Petit conseil. Je note, je vais renvoyer des courriels à tous les invités. Non, mais et si tu vois, je me remets dans la peau de quelqu'un qui débute, qui a pas forcément l'argent pour embaucher un cabinet et qui n'est pas au courant que vous avez les packs. Est-ce que, est-ce que les conditions générales de vente ou les contrats de partenariat, est-ce que ce texte-là est protégé par les droits d'auteur de la personne qui l'a écrit? Ou est-ce que tu vois, je peux aller prendre, je me dis, tiens, Henri, il est avocat, il doit avoir des super conditions générales de vente. Ce que je vends, c'est similaire au niveau du format, tu vois. Est-ce que je peux pas juste faire un gros copier-coller et je mets mon nom à la place? Alors, Est-ce que j'ai le droit de faire ça? en fait, non. Ah, voilà. Donc, ça va dépendre un peu en réalité du fait de savoir si le contenu il est totalement standard ou il a une certaine dose d'originalité. Parce que s'il a une certaine dose d'originalité, ça peut être de la contrefaçon. Et même si on n'est pas dans la contrefaçon, parce que l'originalité définie par le droit, faut que ce soit empreint de la créativité de l'auteur. Et donc, quand on est dans du juridique, il n'y a pas forcément de la créativité, enfin surtout sur quelque chose d'assez standard. On peut être dans le cas du parasitisme et de la concurrence déloyale. Si je vais, et le parasitisme, c'est quoi? C'est d'aller en fait copier ce que fait un concurrent pour bénéficier de ses investissements. Ce qui fait que, par exemple, votre concurrent, lui, il a pu finalement bah,
payer un cabinet d'avocats pour faire des conditions générales de vente. S'il retrouve vos conditions générales de vente similaires sur son site internet, sur votre site internet, pardon, bah, il va se dire, ouais, bah, là, c'est de la concurrence déloyale. Donc, nous, on a eu des dossiers comme ça. Évidemment, si vous recopiez une partie d'une clause, bah, c'est peu visible et il n'y a pas de problème. Mais nous, on a eu des dossiers où, en fait, on retrouve bah, l'ensemble de l'architecture des conditions générales de vente et même l'adresse mail de l'autre client qui Ah, a les été copié, boulets. quoi, en fait. Et ça, c'est de la concurrence déloyale et parasitaire et ça engage votre responsabilité. Voilà, et c'est un bon moyen de voir s'il y a une copie en général dans le site internet. On va regarder si les conditions générales ont été copiées. Parce que c'est un classique. Oh mon Dieu. Bah, ça fait peur. Bah, tu vois, moi, au début, je les avais écrites moi-même et je disais aux gens, prenez-les si vous voulez. Maintenant, c'est celle de via votre pack, donc je dis aux gens, ne les prenez plus. Mais est-ce que, tu vois, si je... À mon avis, il y en a de plus en plus qui vont les écrire aussi avec ChatGPT. Bien sûr, bien sûr. ChatGPT, finalement, qui pompe un peu ce qui a déjà été écrit. Est-ce que, en faisant copier-coller de ChatGPT, tu risques pas de te retrouver dans une situation comme ça aussi? Bah, en fait, ça va dépendre s'il arrive à faire entre guillemets du plagiat et qu'on voit que c'est pas exactement la même chose ou pas quoi en fait. Si voilà. Après, vous pouvez toujours essayer de faire vos conditions générales par ChatGPT. Le, moi, je vois deux écueils par rapport à ça. Le premier écueil, c'est que ChatGPT, en fait, déjà, il est limité dans, Hmm. quand on lui demande quelque chose, il est limité je dirais, dans le volume qu'il écrit. Donc, en fait, il va toujours faire des contrats qui sont assez courts. Ensuite, ChatGPT, bah, il connaît pas forcément toutes les problématiques juridiques, ou de la même façon, quand vous allez copier un contenu, finalement, il y a des problématique juridique que peut-être la personne que vous copiez n'a pas alors que vous les avez. Par exemple, c'est peut-être un organisme de formation qui n'est pas soumis à la TVA. Il va peut-être vendre ses accompagnements de manière un peu différente des vôtres. Et en plus, finalement, chat, bah, que, en fait, ouais, moi je pense que véritablement, ça peut être des sources d'inspiration, mais voilà, il peut y avoir des risques que vous ne maîtrisez pas à le faire comme ça, quoi. Finalement, en fait, le risque, soit que je copie, soit que je prenne ChatGPT, le gros risque, c'est pas le plagiat, le copyright et tout, c'est plus que je sois mal protégé. Moi, si j'ai un client qui est pas content. Exactement. C'est de mal maîtriser la manière dont c'est fait et donc bah, pas se protéger sur les clauses les plus importantes parce que finalement vous n'avez pas l'œil d'un expert aguerri au juridique. Si vous êtes vous-même juriste et que vous connaissez bien le droit, vous pouvez effectivement le faire. C'est intéressant bah, avec ChatGPT par exemple. Mais si vous n'êtes pas aguerri, vous n'allez pas voir en fait les problématiques et ChatGPT en fait donne parfois l'illusion de d'être un bon avocat, mais finalement, quand il y a un bon avocat qui regarde derrière, il voit qu'en fait, il y a parfois des choses qui sont contradictoires, il y a parfois des choses qui sont juridiquement infondées. Et l'autre point, parce que je disais effectivement qu'il y avait deux points, l'autre point du pourquoi et pourquoi nous, on apprécie aussi ce qu'on propose avec InfoLawyers, notamment dans nos packs, c'est que en fait, en le faisant, en participant du travail de faire vos conditions générales de vente, vous structurez également, ou faire votre contrat, vous structurez également votre activité. Et je pense que quand on se lance, c'est intéressant aussi de maîtriser et de se former un peu à des compétences qui sont indispensables de l'entrepreneuriat. Et le droit est une compétence indispensable. Évidemment, quand on évolue, comme tu disais tout à l'heure, c'est très important de savoir déléguer. C'est quelque chose que vous allez déléguer évidemment au fur et à mesure. Mais comme tout, un peu comme le marketing, comme la finance, comme beaucoup de choses, il faut maîtriser le B.A.B.A. Et il faut maîtriser son offre. Et faire ces conditions générales de vente, c'est aussi un excellent moyen
En étant, parce que nous, par exemple, dans nos documents et dans nos packs, on est conseillé dans le document, on est aidé pour savoir comment on va remplir le Hmm. document, etc. Et donc, on va pouvoir prendre des options et des choix. Et ça, c'est top parce que c'est vraiment un moyen de monter aussi en compétences et de mieux maîtriser son offre et son contrat. Que si on l'a fait à la va-vite, sans comprendre ce qu'on faisait, on le maîtrise beaucoup moins. Euh, c'est vrai, je viens d'avoir des gros flashbacks de quand j'ai fait moi mes contrats avec votre pack. Je me suis dit, c'est vrai que j'ai eu un sentiment de fierté, c'est mon contrat, c'est mon truc, c'est mes règles. euh, Exactement. de, Et sans J'étais doute, content de moi, quoi. j'ai compris pourquoi je choisissais tel ou tel élément, Hmm. parce que ça m'était expliqué, et donc je choisis en connaissance et en conscience les choses. Ouais. Et tu vois, je trouve qu'il y a même maintenant un côté frustrant parce que mes conditions générales de vente, bon, c'était il y a 2 ans que je les ai faites, mais j'étais super fier de ça et je me suis dit, en vrai, il y a personne qui va les lire parce que il y a très peu de monde qui lit les conditions générales de vente, à part c'est quand quelqu'un il est pas content. Mais je me suis Exactement. dit, ah, je viens de passer une semaine à faire ce truc et en fait, personne va le lire. Ça m'a rendu triste. Eh ben oui, oui, en tout cas, déjà ça nous flatte parce qu'on sait que tu l'as bien lu, tu l'as bien lu, ça Oui, t'a aidé à le faire. ah, Mais, ça mais, c'est sûr. mais oui, en général, alors si tu fais du B2C, effectivement, les gens le lisent moins. Nous, ce qu'on préconise quand même, si vous êtes en B2B, quand vous vendez à des professionnels, tout ce que vous signez vous engage. Donc, vous avez intérêt à un moment donné à lire les contrats qu'on vous propose et à voir si vous conviennent. Effectivement, on voit trop de. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, on propose et on dit toujours à nos clients il faut que vous ayez vos contrats, il faut que vous ayez vos contrats de prestation de service, etc. Parce que, en fait, la plupart des contrats ne sont pas négociés et pas relus. Les gens s'engagent, ils signent rapidement. Alors, pas les grosses boîtes, hein, bien sûr. Les grosses boîtes, d'ailleurs, Ouais. elles vous disent toujours envoyez-moi vos contrats et puis elles refont un contrat avec. Parce Oui. que, en fait, elles savent très bien la puissance que c'est d'un point de vue juridique d'être le rédacteur de son contrat. Donc, Complètement. nous, on conseille à nos clients d'être rédacteurs de leur contrat parce que ça passe et c'est accepté plus rapidement. Mais inversement, on conseille aussi à nos clients que quand on leur adresse un contrat, ils le relisent et ils savent le relire. Voilà, ils savent le relire soit parce qu'ils sont formés, ou alors ils savent le relire parce que ils ont des bons avocats à leur côté qui peuvent le relire. Et c'est par exemple à ça aussi que sert Bouclier 360. Hmm. Oui, et puis plus tu rédiges toi-même tes contrats ou tu participes à la rédaction de tes contrats, tu t'habitues à un langage, à des tournures de phrases qui sont... Si Exactement, t'es pas habitué, hein, tu comprends pas forcément tout. Et là, c'est un langage qui me fait beaucoup moins peur maintenant. Et, euh, bien et donc sûr. pour ça, je me sens plus professionnel, dans une posture plus professionnelle en fait. Hmm. Exactement, exactement. Complètement. Ça, c'est très important. Et c'est ce qu'on dit aussi à nos clients qui se lancent hein, en webinaire, c'est ce qu'on explique, c'est que le juridique participe aussi de la maîtrise de la maîtrise du juridique, participe aussi de bah, de votre professionnalisation. Et vous ne serez pas accueilli de la même manière chez un client si par exemple vous êtes coach, prestataire de service, si vous avez un contrat carré que vous lui adressez assez rapidement après que vous soyez mis d'accord dans le cadre d'un deal, que si vous dites oui, ben, je crois que moi mes conditions c'est ça et on s'envoie un petit échange de mails, voilà, ça en fait ça participe de votre crédibilité, de votre solidité, et de votre sérénité aussi. Ouais. Et ce que j'avais trouvé quand j'avais donc acheté votre programme, c'est que je me suis dit, tu sais, dans le marketing web, il y a Hmm. toujours ces trucs d'urgence qui sont plus ou moins factices et plus ou moins forcés. Vous avez quand même une urgence qui est tout à fait légale. C'est, il faut que tu changes vite tes factures qui sont pas à jour, Paul, parce que sinon c'est 15 euros d'amende par mention manquante sur ta facture et il y a 20 mentions manquantes sur ta facture. C'est rétroactif, donc change vite tes trucs. Donc achète vite mon programme parce que sinon t'as l'amende qui te pend au nez. Et c'est génial comme système d'urgence finalement. Je trouve pas. Bah, oui, 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 bah, enfin, de toute manière, finalement, je dirais que, aujourd'hui, un entrepreneur, il est tellement sollicité que, finalement, bah,
que ce soit des personnes qui vont vendre des accompagnements, des coachings, etc., elles se doivent de montrer finalement l'intérêt. Et nous, effectivement, bah, comme je le disais tout à l'heure, nul n'est censé ignorer la loi. À un moment donné, de toute manière, ça n'est pas une option. Vous devez respecter la réglementation, vous devez avoir des contrats, des conditions générales de vente quand vous vendez des accompagnements. Donc en fait, c'est juste quelque chose qu'il faut faire, quoi. En fait, après, bah, vous pouvez effectivement retarder le temps de le faire, mais à un moment donné, vous y passerez bien. Donc voilà, Hmm. autant le faire vite et bien. Ça réduira le risque. Ce qu'on dit aussi souvent avec le juridique, c'est ce que je t'ai indiqué tout à l'heure. Quand tu interviens en anticipation, ça te coûte beaucoup moins cher parce que faire un contrat, et d'autant plus si tu le fais avec nous, nos outils qui sont justement très accessibles, hein, tout le but d'InfoLeer, c'est de rendre l'excellence accessible. Ben, si tu le fais avec nos outils très accessibles, ça va te coûter vraiment pas cher. Et derrière, c'est une sérénité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la certitude que lorsque tu auras un problème, tu auras des contrats vraiment protecteurs qui seront là pour te protéger, quoi. Et Alors que ouais, si tu interviens sans contrat, etc., bah, au niveau financier, ça peut coûter beaucoup plus cher. Voilà, c'est financier et charge mentale, toujours la même. charge mentale et financier. Et est-ce que de devenir finalement infopreneur pour via InfoLawyers, Hmm. ça vous a fait vous rendre voir vos clients de manière différente? Tu vois, parce que tu deviens aussi un peu ton client. Hmm. Est-ce que tu t'es rendu compte que, ben, en fait, l'approche qu'on avait, elle était peut-être pas la bonne pour une raison ou une autre, ou en fait on a besoin de ce document, ou je sais pas quoi. Oui, bah, en fait, ça nous permet finalement de comprendre beaucoup mieux nos clients. Très, très clairement, euh, euh, voilà, ça permet de savoir, en fait, je dirais à un moment donné, quels sont les vrais besoins. Et y compris dans le cas des dossiers contentieux aussi, en fait, un chef d'entreprise, il raisonne d'une certaine manière. Euh, Par exemple, il va souvent être dans, bah, lui, c'est business first en fait. Il faut que ça puisse continuer à tourner. Donc, euh, bah, si on est câblé pour le comprendre parce qu'on est nous-mêmes entrepreneurs, on l'aidera forcément mieux et on entendra forcément mieux ses problématiques et Hmm. ce qu'il souhaite mettre en place. Que finalement il y a des enjeux qui sont moins prioritaires, même si finalement sur le plan strictement juridique ce seraient des enjeux à traiter, en fait qu'il faut s'intéresser aux enjeux prioritaires, voilà, donc oui, oui, forcément, ça nous aide. Hmm. Et est-ce que, tu vois, je pense par exemple à certaines méthodes de marketing ou de copywriting qui peuvent être très agressives, on va Hmm. dire, où tu promets des choses qu'en fait tu peux pas vraiment délivrer, ou qui sont comme ça, qui sont du coup, Des euh, pratiques commerciales trompeuses. voilà, pratiques commerciales trompeuses. Mais en même temps, ça fait vendre énormément. Est-ce que toi, tu les appliques pas, mais tu as ce rôle de vendeur aussi. Tu peux dire comment est-ce que je peux trouver le juste milieu qui soit pile poil légal, sans être trop froid, mais 100% Bah, dans la norme. Comment tu trouves ton équilibre là-dedans? ça, je dirais on est très challengé là-dessus par nos clients qui en fait nous demandent eux d'avoir des tunnels de vente qui convertissent, Mm. mais tout en étant finalement à la frontière. Et voilà, donc en fait là on est, et c'est là encore une fois la force et l'intérêt de travailler avec des avocats qui maîtrisent bien et qui sont où on traite aussi des contrôles des GCCRF, des litiges clients, etc. Donc on est justement sur l'arbitrage fin entre le risque juridique pris Ouais. et finalement le fait que bah, ça serve aussi le business et avec un niveau de risque réduit, quoi, en fait. Donc ça, c'est vraiment là, on touche le cœur de notre métier. Parce que dans les grandes lignes, si j'ai pas le droit de promettre un résultat type,
suivez ma formation et gagnez 2 000 € par mois. Ça, j'ai pas le droit parce que ça dépend pas de moi. Euh, les deadlines, c'est assez limité, non? Ou ça dépend de. Faut qu'elles soient pareilles, identiques pour tout le monde. Quand Je peux tu pas les parles de mettre de manière. deadline, c'est-à-dire, bah, en fait, Le dire par timer exemple, qui. oui, bah, le timer, effectivement, c'est quelque chose qui est possible, mais il faut que ce soit effectivement le même pour tout le monde. On peut avoir des périodes, je dirais, de réduction ou de solde, mais il faut qu'elles soient limitées dans le temps. Il faut qu'aussi, à d'autres moments, finalement, il y ait le prix qui soit réel, quoi, en fait. Enfin, le Ok. prix réel qu'il existe vraiment, quoi, en fait. Mais ce que je vois par exemple chez des confrères, pour pas dire concurrents, ça va être tu t'inscris à un lead magnet et à partir du moment où tu t'inscris, tu as genre une semaine pour avoir une réduction ou pour acheter, enfin t'as une offre spéciale pendant quelques jours. Ça, on est comment légalement vu que finalement, cette offre elle va tourner en continu mais jamais aux mêmes gens en même temps. Ouais, effectivement. Là, c'est pas, c'est pas interdit d'avoir quelque part une réduction quand tu rentres dans un système de vente. Ce qu'il faut, encore une fois, c'est que tu aies un référentiel aussi de prix qui, euh, qui existe et que tu aies déjà fait des ventes à ce prix-là, quoi, en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui. Euh, voilà, après d'avoir des opérations commerciales, tu peux les avoir. Voilà. Après, voilà, c'est des arbitrages à bien faire et chaque situation se réfléchit précisément. Ouais. Ouais, ben, j'avais une de mes premières formations que j'avais eues, c'était que j'avais suivi en tant que client, c'était quelqu'un qui expliquait que ce système de réduction qui était hyper bien pour vendre, et il disait ce qui est très important, c'est de pouvoir prouver qu'on a déjà fait des ventes au plein tarif, et il Exactement. dit C'est ce que achetez vous-même à l'adresse de votre mamie, faites un faux achat, quoi. Je dis, on flirte un peu, c'est pas ouf ton histoire là. Non, non, mais oui, mais c'est vrai que effectivement, c'est important de montrer qu'il y a déjà eu des ventes au bon prix et finalement de montrer aussi que bah, il y a un prix catalogue qui existe. Je donne l'exemple sur notre site InfoLawyers, bah, on a nos packs au prix standard, donc qui peuvent être achetés par les personnes qui viennent sur le site internet, et ça ne nous empêche pas effectivement de faire des opérations commerciales, voilà, régulièrement. Ok. Et tu disais que vous accompagnez souvent des personnes aussi dans des contrôles de la DGCCRF. Ouais. Comment ça se passe un contrôle? Moi j'ai l'image, je pense, des films américains, t'as le FBI qui défonce ta porte et qui prend tous tes dossiers. Je suppose que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est comment le vrai contrôle en France? Ça peut se passer comme ça, mais c'est Oh extrêmement non. rare. La plupart des contrôles, c'est pareil pour les contrôles fiscaux, c'est on va te demander des informations. On va te demander un certain nombre d'informations. En général, on t'en demande au démarrage assez peu, et puis au fur et à mesure, ça s'augmente suivant ce que tu adresses. Et ensuite, souvent, on te convoque aussi pour t'auditionner. Euh, Ouais. donc là où tu es avec un inspecteur de la DGCCRF et on te pose un certain nombre de questions. Bon, c'est bien d'être accompagné par un avocat. Ouais. Euh, Mais c'est plus de l'échange mail où on te demande des dossiers, tu envoies les dossiers, ça se fait plus à exactement, distance comme ça. Ok. exactement, ouais, tout à fait. Ok. Je sais pas pourquoi ça me stresse. Je suis tout en règle, mais j'ai cette angoisse. Tu fais C'est partie fou. des gens qui sont très angoissés par le juridique. Je sais pas si c'est très angoissé, mais je suis les gens très méthodiques, j'ai mes petits dossiers, mes petits trucs, et je pense que je calcule tellement de choses, tu vois, sur mon... Mais moi, je suis encore en auto-entrepreneur, j'ai pas de Hmm. comptable, du coup, j'ai mes livres de recettes, mais c'est pas juste un tableau Excel, moi, ça part dans tous les sens, parce que c'est divisé en sous-catégories et tout ça, je me dis, s'il y a quelqu'un qui va venir là, il va falloir que je refasse tous mes tableaux pour les simplifier, finalement. Et c'est Hmm. pour ça que j'ai pas envie que ce soit quelqu'un qui toque à la porte et qui me dit Paul, file-moi le document Excel. J'ai envie d'avoir le temps de le retravailler Oui, bien et sûr. voilà.
Bah, de toute manière, après, tu fais des déclarations régulières. Ah ouais. L'argent, il arrive sur ton compte en banque. Donc, en fait, c'est assez facile à tracer et à pister, quoi, en fait. Ah oui, mais je suis un élève modèle, ils vont se faire chier la DGCCRF s'ils viennent chez moi. Ça m'embête quand même. J'aime bien. Enfin, j'ai envie que tout soit bien rangé. Non, mais en fait, sur ton type de profil, je dirais qu'il y a assez peu de risques puisque tu essayes de faire les choses correctement. Tu restes une petite entreprise. Oui. Donc voilà, les risques sont quand même limités. À partir du moment où tu fais les choses bien, t'as vraiment un niveau de risque très très réduit. Ah bah, si jamais je t'appelle en pleurs un jour, on sait pourquoi c'est. Et je m'étais noté. Oui, j'avais une dernière question avec la casquette avocat. Ok. Euh, Est-ce que on a besoin d'une responsabilité civile professionnelle quand on est formateur à distance? J'avais en tête que c'est que si je suis par exemple freelance ou que je sais pas quoi, mais que je vais dans les bureaux de l'entreprise et que là je peux renverser un café sur son ordi, tu vois, ou faire un dommage comme ça. Moi, en final, je rencontre jamais les gens. Là, tu vois, je peux pas te blesser à distance. Euh, Non, et mais par exemple, imaginons que tu puisses, tu aies un virus ou alors même que finalement ta base de données soit hackée parce que par l'outil que tu utilises, hein, le oui, newsletter, et qu'ensuite il y ait des escroqueries qui soient faites avec une violation de données, etc. Donc ça peut être des sources de responsabilité. Imaginons oh également mince. que tu donnes lors de tes formations des conseils, même si ça pourrait être discuté en disant oui, c'était une formation, j'ai une clause limitative de responsabilité dans mes contrats, etc. Ça peut être aussi une source de responsabilité. Oui, à un moment donné, encore une fois, parfois on nous demande ça quand les gens sont à 0 € de chiffre d'affaires, peut-être pas la première chose à faire, mais à un moment donné, c'est prudent et c'est positif d'avoir une assurance de responsabilité civile professionnelle. Tout comme si tu fais des formations B2B, c'est indispensable d'avoir une clause imitative de responsabilité. Ok, ok. Eh ben, merci bien. Euh, je note et je vais acheter ça cet après-midi. Et si on revient sur la partie donc gestion d'entreprise, casquette chef d'entreprise, Hmm, tu disais que vous aviez grandi petit à petit. hmm. Euh, Comment tu vois le futur de Infolayers et du cabinet? Est-ce qu'il y en a un que toi, à titre perso, je sais pas, tu préfères travailler sur l'un versus sur l'autre, ou tu te dis le futur il est là, ou vous allez faire un troisième qui s'adresse à une autre cible, tu vois, comment tu vois le Hmm. truc? Ouais. Ah, c'est assez intéressant parce que en fait, effectivement, mon temps est limité, Hmm, comme tout le monde. Et en fait, très clairement, moi j'aime bien les deux activités. C'est pas les mêmes enjeux, mais encore une fois, de toute manière, moi je, je visualise des choses comme un écosystème. C'est un écosystème ouais. qui est ensemble, donc l'un nourrit l'autre aussi. Mais c'est vrai que ces derniers temps, par exemple, on a eu beaucoup d'enjeux cabinets, et donc du coup, on s'est un peu moins concentré sur InfoLawyers. Et justement, je me disais récemment, ce serait bien de refaire des événements InfoLawyers. Voilà, ce qui est intrinsèquement dur dans dans notre position, enfin, et dans ma position, c'est que je suis en même temps chef d'entreprise. J'ai quelque part deux entreprises qu'en même temps je suis avocat et donc en Oh, fait c'est gérer justement toute cette charge qui est en même temps managériale, en même temps gestion des dossiers et voilà et la stratégie aussi d'entreprise. C'est pour ça que la réponse à ça c'est aussi c'est une réponse de chef d'entreprise hein, au bout d'un certain niveau et finalement tous les chefs d'entreprise quand on dépasse 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est les mêmes sujets en fait. C'est à quoi je sers et où est-ce que je dois activer le plus justement
où est-ce que je dois travailler le plus, en Hmm. fait. Et effectivement, l'objectif, c'est de s'entourer de gens, de confrères qui soient excellents. Et donc ça, c'est ce qu'on a réussi à faire avec TLMR. Grâce à toute notre vision, on a aujourd'hui des personnes qui sont ultra attachées au cabinet. Et ça, c'est génial, en fait. Elles adorent notre cabinet, donc elles se bataillent pour lui. C'est des confrères, surtout des consoeurs, en fait, qui sont excellentes, vraiment, qui sont très, très, très brillantes. Et on est ravis d'avoir ça. Donc, c'est s'entourer de gens meilleurs que soi. Et pareillement, avoir aussi à ses côtés sur la stratégie, sur le marketing, notamment d'un followers, des personnes qui sont compétentes pour nous aider à développer ça, quoi, parce qu'on peut pas porter tout seul. Et donc, pour en revenir à la vision, c'est vraiment euh, ce cabinet d'avocats épanoui qui aide les dirigeants qui bâtissent le monde de demain, les dirigeants remarquables. Voilà, donc c'est vraiment être sur des dirigeants qui œuvrent de préférence à un monde meilleur et en tout cas au monde de demain. Voilà, et c'est vraiment ces gens-là qu'on a envie d'accompagner, donc plus ciblés sur une catégorie, puisqu'on ne peut pas accompagner tout le monde, et avec un followers, continuer à diffuser un maximum notre savoir-faire par notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, LinkedIn, pourquoi pas aussi, et via notre podcast aussi. On a un podcast qui s'appelle Le Réveil Juridique qui fonctionne très bien. Donc voilà, continuer d'aider les personnes à apprendre, à comprendre et à se former au juridique parce que ça remplit une mission profonde de la transmission et d'aider les entrepreneurs et en parallèle développer aussi nos offres qui justement sont moins entre guillemets chronophages à délivrer que du temps cabinet quoi en fait. Ouais. Et comment tu trouves le temps de faire tout ça? Parce que avocat, t'as chef d'entreprise, chef de deux entreprises, t'as la création de contenu qui prend du temps parce que c'est toi qui anime, enfin qui co-anime le podcast. Euh, c'est peut-être pas toi personnellement qui transforme tout ce contenu après pour Non. des shorts, des TikTok, tout ça, mais euh, ça prend beaucoup de temps. Comment Ouais, tu comment t'organises? bah, tout est une question de d'efficience et c'est marrant que tu dis ça parce que finalement t'as l'air de trouver que c'est extraordinaire, mais moi je me trouve assez insuffisant sur le sujet et je me trouve pas la personne la plus organisée, mais finalement si, parce que quelque part, par exemple le podcast et le contenu, on mobilise une journée par semaine, on reçoit nos invités, en fait on fait la matinée, donc pardon, c'est pas une journée par semaine, c'est un vendredi par mois. On Oui, reçoit au cabinet trois invités et le matin on fait deux trois vidéos, nos vidéos, ce qu'on appelle nos vidéos expertise. Et voilà, et ça nous prend un vendredi par mois. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'on reçoit des invités au cabinet, ça permet de oui. présenter le cabinet, etc. Et ça permet de ne passer qu'un vendredi par mois. Et tout le reste, en fait, toute la diffusion, on ne gère rien, quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui le Mhm. gère pour nous. Tout le montage, la diffusion, voilà, on gère rien. Donc là, la clé, c'est de s'entourer. Sur les dossiers, comme je le disais tout à l'heure, nous, on est en stratégie, on est en réassurance client, mais c'est nos collaborateurs qui gèrent le dossier. Alors parfois, nous, on fait de la relecture, etc. Mais voilà, sur Bouclier 360, on a maintenant une avocate qui est extrêmement compétente et qui est dédiée à la gestion des clients. Donc c'est à un moment donné, mais ça, je dirais, si tu penses à Bernard Arnault, il gère beaucoup plus de trucs que moi, hein. C'est Il vrai. a, il a le même temps que moi dans une journée. Bon, bah voilà, il est juste super bien entouré et il est dans sa zone de génie et en train de gérer là où il peut vraiment apporter le maximum d'expertise. Et je dirais que c'est ça qui, c'est les enjeux, plus tu montes, plus c'est sur ces enjeux-là qu'il faut se focaliser, quoi. Et ce qui est très important, c'est d'avoir en fait des process qui font que ta marque, ton expertise
elle est diffusée par d'autres personnes que par toi, de façon parfois meilleure que toi, et c'est l'objectif, mais parce que tout a été bien processé et que tu es avec des personnes de confiance. Je dirais, il y a vraiment deux axes, c'est le fait de processer les choses et d'être avec des personnes de confiance également. Tant confiance dans la compétence que dans la loyauté à toi et que tu sais que voilà, tu peux dormir les yeux fermés, même si la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui, oui, oui. Et puis après, ils sont pas en prison non plus Non, non, bien sûr, évidemment. en collaborateur. Non, C'est totalement, totalement. Mais justement, nous, l'enjeu, c'est de faire en sorte que on ait des personnes qui aiment tellement le cabinet que finalement, elles ont envie de, à un moment donné, et ça fait partie de la vision aussi de notre cabinet, hein, de devenir associé de ce cabinet-là. ok. Euh, voilà, à un moment donné, on partage aussi le capital, quoi, en fait. Ça fait partie de notre ADN. Parce que l'idée d'être associé dans un cabinet, c'est, je pose des questions de débutant, mais j'ai vu ça dans Ouais, les non, non, séries. Ils se battent toujours pour être nommés associés. C'est parce que du coup, ils mettent généralement une lettre de leur nom de famille sur l'espace d'accueil, mais ça leur permet euh, d'avoir une partie des revenus, en fait. En plus, c'est ça? bah, être associé, en gros, c'est comme être associé d'une boîte, hein. C'est qu'à un Ok. moment donné, tu as une partie du capital de la boîte. Voilà, c'est aussi se dire, bah, à un moment donné, cette boîte m'appartient aussi, quoi. Ok. Mais j'ai l'impression que chez les avocats, peut-être gros préjugé encore, hein, mais Ouais. que ça se fait plus, ce mouvement d'associer cette rotation. Ouais, bah oui, oui, c'est vrai, parce qu'à un moment donné, forcément, les clients peuvent être attachés à un avocat, euh, et, euh, et à un moment donné, on est peut-être dans un métier profondément entrepreneurial. Et donc, oui, non, mais c'est vrai qu'effectivement, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nos collaborateurs ne sont pas salariés. En fait, Oh, dans un cabinet d'avocats, il n'y a pas de salariés. C'est comme dans un cabinet de médecins, hein. Les d'accord. médecins, même qui sont des collaborateurs de médecins, ne sont pas des salariés. Et donc, en fait, ils ont le droit aussi en parallèle de leur activité d'avoir leur clientèle personnelle. Donc en fait, ils peuvent développer leur clientèle et ensuite à un moment donné bah, s'associer parce que voilà et nous dans l'idée de s'associer c'est bah, justement euh, l'idée qu'à un moment donné bah, c'est pour exercer ce métier c'est mieux d'être dans un cadre qui t'apporte finalement des compétences, une structure, plutôt que d'être tout seul, c'est Hmm. voilà et d'avoir finalement une ADN et une vision commune que tu partages avec le cabinet. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça se fait peut-être plus dans les cabinets d'avocats. J'ai un peu l'impression de moi quand j'évoque ça de, de proposer un modèle un peu unique, mais effectivement, c'est le modèle finalement assez classique du cabinet d'avocat. Mais voilà, nous, c'est vrai il y a pas mal de cabinets qui le font avec des modèles où il y a les collaborateurs pour s'associer doivent ensuite payer un droit d'entrée assez important, Ok. enfin un certain nombre de choses. Nous, on n'est pas dans ce modèle-là, quoi. On est dans un modèle euh, plus simple d'association. Mais c'est aussi des choses qu'on est en train de construire. On a associé récemment, enfin récemment, ça fait quand même maintenant 2 ans, mais une de nos collaboratrices qui s'appelle Myriam Hertz, hein, qui est vraiment qui porte Hmm. toute l'activité immobilier du cabinet. Et là, on va aussi avancer sur des processus avec d'autres collaborateurs. Mais voilà, c'est des choses et des enjeux aussi où on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui et sur lesquels on travaille. Ok. J'avais pas du tout en tête cette vision que bah, déjà ils sont pas salariés et qu'il y a un enjeu de portefeuille client aussi d'auprès de chacun. Comment Ouais, mais toi, Hmm. vas-y, vas-y. Non, non, mais vas-y, j'écoute ta question. Bah, c'était comment en tant que chef d'entreprise, t'as envie que c'est pas tes employés du coup, tes collaborateurs Ouais. grandissent, tu vois, de leur donner un cadre sain et tout ça, c'est un des buts de votre cabinet. Mais en même temps, tu as envie que leurs clients, ce soient les clients du cabinet et pas les clients à eux, pour que si dans un futur plus ou moins proche, ils s'en aillent, le collaborateur ou collaboratrice, les clients restent.
Oui, bah, tout à fait. Bah, alors, là, il y a deux choses. C'est-à-dire que les clients du cabinet appartiennent au cabinet. Et en fait, les collaborateurs, quand ils repartent du cabinet, n'ont pas le droit de partir avec les clients du cabinet. En revanche, eux, ils ont le droit d'avoir des clients personnels en fait, c'est comme un peu des freelances. Mhm. C'est-à-dire que ils ont le droit d'avoir leurs propres clients personnels qu'ils traitent aussi, et nous, on a même l'obligation de leur permettre de le traiter aussi sur leur temps où ils sont au cabinet. Ils peuvent même recevoir ces clients au cabinet. C'est vrai que ça peut paraître bizarre pour certaines personnes qui se disent, bah, si on a des gens qui travaillent avec nous, ils ne peuvent travailler que pour nous, ils peuvent rien faire d'autre. Moi-même, au démarrage, je me dis, bah, est-ce que c'est possible, etc. Et en fin de compte, c'est une belle opportunité parce que finalement, ça permet bah, à des personnes de gagner plus d'argent comme ça, de développer aussi des compétences. euh, et, euh, et en fait, en fin de compte, ils ne font pas concurrence au cabinet d'avocats. On est sur des clients qui sont différents. Donc voilà, ça reste franchement un modèle qui est assez vertueux et qui, au moment de s'associer aussi, bah, du coup, le collaborateur, il va dire, bah, moi, je ramène toute ma clientèle Mhm. personnelle aussi au cabinet, ce qui est une contrepartie forcément à prendre en considération. On a Normal. d'autres, enfin, parce on a plusieurs types de collaborateurs. Il y a d'autres collaborateurs qui, pour le coup, n'ont pas du tout de clientèle personnelle et ne veulent pas en avoir parce qu'ils préfèrent finalement avoir plus de temps pour eux, plus de temps pour l'équipe vie pro, vie perso. Pour nous, c'est pas pour ça non plus qu'on ne les associera pas, parce que en fait, l'objectif d'association, c'est à un moment donné, enfin, nous, le financier, évidemment, c'est très important. Notre but, c'est de faire perdurer et durer cette entreprise et qu'elle elle existe aussi même après nous, hein. En fait, Mhm. voilà, c'est un modèle d'entreprise. C'est pour ça, à un moment donné, qu'on crée parfois des entreprises. Et même si la personne, finalement, n'a pas de clientèle personnelle, elle pourra être associée parce qu'elle apporte au cabinet bah, son savoir, sa compétence, etc. Voilà. Ok. Et comment tu disais que tu voulais faire grandir, donc tu parlais du futur des deux entreprises. Euh, j'ai compris aussi que sur la partie du cabinet, vous étiez plus vous aviez le luxe de pouvoir sélectionner vos clients. Bien sûr. Euh, c'est quoi les leviers que tu as aujourd'hui, enfin que vous avez aujourd'hui pour faire grossir la partie infolayers? Vous êtes sur la création de contenu. Est-ce que vous faites aussi, je sais pas, de la pub? Vous faites aussi de la création de contenu chez les autres gens en venant chez moi, par exemple, en acceptant les invitations? Ouais. Euh, vous appuyez sur quel levier? Alors, nous, traditionnellement, InfoLawyers, je te parlais tout à l'heure de l'histoire avec LearnyBox. En fait, Ouais. d'ailleurs, au début, on s'appelait les Learny Lawyers. Ok. Ouais, nous étions les Learny Lawyers. Donc, on s'est lancé, en fait, par des partenariats, par LearnyBox qui nous a lancé. Et finalement, aujourd'hui encore, on fonctionne beaucoup en partenariat où en fait on fait des webinaires sur les audiences de nos partenaires parce que c'est beaucoup plus simple pour nous, comme on a un temps aussi limité. Bah, par exemple, on en a fait avec Théo Rossi, le pack juridique du copywriter, avec Joanne Caroline, pack juridique des closers, des closeuses en l'occurrence. Euh, voilà, et donc on fait on a toujours fonctionné par partenariat et ça a été un modèle assez vertueux. Après, évidemment, il y a la publicité. Et là, ça, la publicité, on a toujours eu bah, un peu de réticence aussi parce que aujourd'hui la publicité est permise pour des avocats, hein, on a le droit de le faire en tant qu'avocat, D'accord. mais en fait dans l'image, vendre faire une publicité en tant qu'avocat, on assume, enfin voilà, on est toujours un peu partagé, on l'a déjà fait, mais et surtout, on a souvent eu des personnes qui nous accompagnaient sur le sujet qui ne comprenaient pas bien les codes de communication des avocats. Et D'accord. donc, enfin, voilà, si on commence une publicité en disant
si vous ne regardez pas cette vidéo, vous allez vous aller en prison, vous faire condamner par l'URSSAF sur les très gros contrôles. Bah, en fait, souvent, c'est ce qu'on nous dit de faire, mais on ne peut pas Oui, il faire faut ça, en du fait. Parce choc. que, en fait, ce sera un peu comme si un médecin disait si vous ne regardez pas cette vidéo, vous allez mourir d'un cancer. Enfin, c'est n'importe quoi, en fait. Donc, puis c'est pas, ça correspond pas à notre déontologie, ça correspond pas à la réalité des choses. Donc, on n'est pas là. Enfin, quelque part, on n'est pas des commerçants en fait. Hmm. Donc oui, on a un business, mais on a à cœur de surtout proposer aux gens des choses qui les aident vraiment et pas leur vendre des choses qui ne les aident pas, quoi, en fait. Ouais. Voilà. Donc avec la publicité, c'est vrai que ça a toujours un rapport. Donc parfois on se dit, on va en refaire. Finalement, je trouve que le modèle tel qu'on a actuellement de podcast est assez intéressant parce que ça permet aux gens de nous découvrir, d'être dans la transmission de contenu. Et après, ceux qui voient qu'on peut les aider, ils vont nous contacter directement et voilà, ils peuvent devenir clients du cabinet. Voilà. Alors ça veut pas dire que là, par exemple, on a un projet peut-être d'essayer de faire une VSL, mais on procrastine pas mal. Parce que justement, on a quand même, comme tu l'as constaté, notre temps est limité. Et puis parce qu'il y a ce rapport, à la publicité, au marketing qui est très Hmm. particulier, qui est aussi très singulier peut-être pour les avocats. Tout le monde ne peut pas forcément comprendre ça. C'est assez difficile quand on en parle aux entrepreneurs. Parfois, ils se disent, Ouais. attendez, arrêtez, etc. Mais non, en fait, on est foncièrement comme ça. On peut pas faire n'importe quoi. Mais tu dis on peut pas faire n'importe quoi et ça envoie une drôle d'image. C'est toi qui te dis que tu n'aimes pas cette image que ça renvoie de toi, ou c'est t'as eu des confrères et consoeurs qui ont fait des petites réflexions, des petites blagues un peu qui C'est sont un de peu la des deux, critique. c'est-à-dire qu'en fait, on est câblé d'une certaine manière. C'est comme je te disais aussi, quand on avait lancé le premier webinaire avec LearnyBox, on voulait pas le faire parce qu'en fait, on est Hmm. câblé d'une certaine manière. Où on se dit, on n'est pas enfin voilà, on n'est pas là on n'est pas des marchands de tapis. Ouais. Voilà, donc et en même temps, je pense qu'il y a aussi beaucoup de croyances et d'autocensure qui sont liées peut-être à notre profession. Voilà, donc mais c'est un peu des deux. En fait, foncièrement aussi, encore une fois, euh, voilà, on n'a pas envie enfin, nous ne sommes pas des commerçants et nous n'avons pas envie de l'être, quoi, en fait. Même si par moment, effectivement, il y a forcément des techniques de vente qui peuvent s'y assimiler, quoi. Hmm. Mais c'est bien, mais ça garde vraiment l'image pro et Exactement. C'est surtout ça. qui me plaît. On n'a pas envie d'abîmer notre image et parce que foncièrement aussi, on n'a pas envie de proposer aux gens des choses qui ne leur sont pas vraiment utiles, quoi, en fait. Et c'est ce qui fait qu'on a aussi une telle réputation. Enfin voilà, nous on a été classé meilleur cabinet d'avocats dans le classement Le Point et Oh. nos clients qui votent pour nous et voilà donc on a aussi au niveau, on est dans le classement Leaders League, pareil, des cabinets leaders de leur domaine. On a sur Google, on a énormément d'avis positifs parce qu'en fait, on a à cœur d'apporter voilà, l'excellence juridique et à cœur de faire bien notre métier. C'est vraiment très important pour nous. Trop bien. Tu disais que le podcast, ça marchait bien pour vous. C'est Hmm. peut-être... Est-ce que c'est que le podcast, je trouve, c'est parmi les médias et les réseaux, il y a un côté pas élitiste, mais professionnel, tu vois. Hmm. J'ai un podcast, c'est pas je fais du TikTok. Tu vois, je trouve qu'il y a une échelle dans les images que ça renvoie. J'aime pas du tout dire ça, mais c'est la sensation que ça me fait. Est-ce que ça te le fait un peu aussi? Et Bah, là, je vais te voler des non. infos, mais est-ce que tu as des petits trucs pour que ça se lance et que ça démarre bien? Des petits conseils? Bah, sur ce que tu dis par rapport à TikTok, en fait, c'est surtout que entre un short et un podcast, tu as un engagement beaucoup plus long où les gens
vont t'entendre, vont entendre ta pensée et voilà, vont adhérer à ce que tu dis. Alors nous, ce qu'on fait en fait, c'est qu'il y a le podcast, donc dans les trucs qui fonctionnent, en tout cas c'est comme ça qu'on le fait, et puis c'est comme ça que ça a l'air d'être un peu la norme et les usages, hein, parce que à la base on ne vient pas de ce monde, mais donc il y a notre podcast, et puis bon, pour être le plus efficient possible, vous avez compris que c'est une notion qui est importante pour nous, il y a le podcast, et ensuite il y a du découpage du podcast en short. Et finalement, les shorts, eux, ils servent à être un peu top of mind, en fait, ce que les gens se rappellent de nous et nous voient régulièrement passer, mais c'est pas directement comme ça qu'ils vont acheter. Mais après, c'est vrai que du coup, on a aussi beaucoup de bouche à oreille qui se fait. C'est-à-dire que des gens et je pense que ce bouche à oreille se fait parce que les gens nous connaissent, ils nous ont vus, mais parce qu'en fait, ils te revoient régulièrement par ces petits shorts, ces Ouais. choses comme ça. Et en parallèle, euh, d'autres clients peuvent te découvrir par du podcast plus long. Et ensuite, comment un podcast fonctionne, je dirais que c'est un peu comme tout, en fait. C'est à force de le faire, à un moment donné, ça prend. Et puis finalement, j'ai l'impression, les abonnés, c'est un peu exponentiel. Quand on en a 10 000, la personne qui nous aide sur nos podcasts nous avait dit la barre des 10 000, c'est hyper important. Et c'est vrai que en fait, je pense que c'est derrière les personnes, elles voient 10 000 abonnés, elles s'abonnent plus encore. Mm. Voilà, donc Ça passe un cap. c'est exponentiel, et c'est la notion du passage à l'action. Bon, nous, on a eu la chance, peut-être que ça a bien fonctionné parce qu'on avait déjà une audience avec une audience mail, mais je pense que derrière aussi, voilà, on fait du contenu de qualité. Euh, et aussi, ce que j'ai remarqué, enfin ce qu'on a remarqué, c'est que il y a finalement, euh, il y a l'algorithme YouTube. Et en fait, il y a des sujets, il y a des enjeux pour lesquels l'algorithme va vous mettre en valeur. Et nous, on a des vidéos, on a une vidéo qui a fait plus de 200 000 vues, et Oui, on j'ai a un vu. sujet sur lequel, en fait, on a constaté que YouTube nous met tout de suite en avant, c'est dès qu'on parle d'éloquence. En même temps, effectivement, pourquoi? Parce que l'éloquence, c'est beaucoup plus grand public que de parler des conditions générales de vente ou des conflits d'associés. Donc voilà, quoi. Donc c'est aussi normal. C'est pareil, là, on avait fait un podcast où on avait interrogé une consoeur en droit de la famille. Le droit de la famille, les divorces, etc., c'est beaucoup plus grand public Ouais. que les sujets de juridique d'entrepreneuriat. Voilà, c'est aussi normal. Et les personnes que les quelques 200 000, 262, je vois au moment où on tourne, sur D'accord? votre échange sur l'éloquence, Ouais. comment après ça vous le ramenez à une clientèle pour vous? Je dirais que ça, alors avec Thierry Watley là, en question, avec qui on a fait ce podcast, on avait aussi fait un webinaire avec un produit spécifique sur l'éloquence qui a bien fonctionné, et on va d'ailleurs en refaire un avec lui probablement au mois de septembre. Donc voilà. Ensuite, c'est de la visibilité. Alors quand on parlait d'efficience tout à l'heure, moi j'aimerais que tout soit beaucoup plus efficient, que tout soit beaucoup plus. Mais en fait, il y a ces personnes qui nous découvrent, qui vont être intéressées par l'éloquence, et voilà. Et de toute manière, c'est avant tout l'invité qui aussi parle de sa problématique. Le podcast, c'est aussi mettre en valeur l'invité, tout comme là, toi, Paul, tu es en train de me mettre en valeur. Donc, euh, mais généralement, déjà, ce qu'on a remarqué, c'est que dans une discussion podcast, on crée des bons liens avec nos invités. Souvent, ça devient des clients du cabinet également. Ça, c'est souvent quelque chose qui se passe, parce qu'en plus, on les reçoit au cabinet, donc il y a un vrai échange. Bon, on va déjeuner avec eux aussi. Et puis, voilà, en fait, il y a une diffusion sur leurs audiences, leur communauté aussi. Et ça peut forcément ramener des clients. Ça, voilà,
on n'a pas une vision, si tu veux, on n'a pas une vision précise d'exactement qu'est-ce que ça nous ramène, combien ça nous ramène. Ce qu'on Oui. sait, c'est qu'en fait, on a beaucoup de gens qui demandent à travailler avec nous et que ça vient probablement du podcast, de bouche à oreille, du fait que les gens nous voient régulièrement et qu'ils apprécient ce qu'on dit. Et effectivement, parfois, on a des personnes qui nous disent, qui viennent au cabinet, qui nous disent, j'ai tout entendu vos 10 derniers podcasts, j'aime beaucoup ce que vous faites sur tel et tel sujet. Ah bon, bah voilà, donc en fait, et ça a pu être, certains clients nous ont aussi confié que ça a pu être un critère de sélection finalement entre le choix entre plusieurs avocats, quoi, en fait. Oh, génial. Et quand vous faisiez les webinaires en co-organisé, enfin, sur les audiences d'autres personnes, Ouais. là, t'allais démarcher des gens qui étaient déjà clients chez toi, ou c'est des gens, tu les connais ni d'Ève ni d'Adam, tu vas les voir, tu leur dis j'ai un produit qui peut intéresser ton audience, viens, on fait un partenariat. Non, ça généralement, c'est plutôt des personnes, soit effectivement qui sont déjà clients, et on Hmm. remarque, comme on commence à travailler avec eux, bah, qu'on peut avoir une clientèle commune. Soit c'est des personnes qui nous ont contactés directement pour ça ou pour quelque chose d'autre, et puis voilà, on en arrive à là. Soit c'est des personnes qu'on va rencontrer dans des rencontres d'entrepreneurs type des masterminds. On participe Ok, aussi à ce type de rencontres. Et là, effectivement, bah, parfois on voit qu'on s'adresse à des mêmes cibles, et donc bah, là, il y a un intérêt mutuel pour faire quelque chose ensemble, et donc on crée des partenariats. On a ok. déjà eu l'idée, effectivement, ensuite d'aller un peu à froid solliciter des personnes, mais là encore, c'est quelque chose qui prend du temps, et qu'on n'a pas forcément. Voilà, donc on pourrait mettre quelqu'un dessus aussi, Hmm. mais je pense qu'on aurait moins de résultats que voilà. Euh, on a la chance Ouais. d'être assez connu dans le milieu, donc ça facilite les choses aussi, quoi. Ouais, vous êtes connu et vous avez une offre qui est assez unique quand même. Ouais, aussi, ouais, tout à fait. Donc vous avez une bonne place. J'avais pensé faire un truc comme ça, moi je sais pas encore trop, faut que je vende mes produits déjà, mais je m'étais dit que le podcast était un bon moyen de faire un premier entretien de rencontre. Parce que du Hum, coup la personne, j'ai passé 1 heure et demie, 2 heures à tchatcher avec elle, elle me hum, connaît, et si dans 2 semaines je vais la voir en lui disant tiens, si on fait un partenariat ensemble, je suis pas un bien sûr. inconnu. Donc je m'étais dit que Eh ça pouvait ben, être un bon ah outil de non, non, mais démarchage. complètement, complètement. Bah, c'est en fait, effectivement, ça réinverse le processus, c'est-à-dire qu'en fait, on va contacter quelqu'un parfois en lui proposant déjà quelque chose d'intéressant avec une audience, Mm. et donc et derrière nous en plus, bah, il y a certaines personnes qui aiment bien passer dans notre podcast parce qu'on comme on est avocat, on a aussi une bonne notoriété, un sérieux, bah, on va crédibiliser, on va donner de l'autorité aussi à ce qu'ils proposent, quoi. Voilà, donc Complètement. peut-être qu'un jour aussi, ça fait partie aussi des choses. Tu me parlais de qu'est-ce que serait un followers dans le futur. Euh, Quelque part, on a aussi créé notre média, et peut-être aussi con- continuer à développer cet aspect-là. Peut-être qu'un jour, il y aura aussi des personnes qui paieront pour être dans notre podcast. J'en sais rien, je, Bah je ouais. dis ça, mais je sais qu'il y a certains podcasts, notamment le podcast de Guillaume Play, par exemple, Legend, où les gens, dans Legend Business, par exemple, il y a des gens qui payent très cher pour être, Ouais. pour pouvoir être interrogés. Voilà. Je ne sais pas si on deviendra comme ça, mais en tout cas, c'est aussi, et ça c'est aussi une des clés de l'entrepreneuriat, c'est en faisant des choses, en passant à l'action. Ce podcast, un peu comme notre premier webinaire, on voulait pas trop le faire. Il y avait des gens qui nous disaient faites un podcast, faites un podcast. On voulait pas trop le faire. Ah, mais comment on va le faire? Ça prend du temps, etc. Et puis, à un moment donné, on était dans un mastermind et tout le monde a dit, mais faites-le, faites-le. Et en parallèle, on a reçu le mail de Ntoyi qui nous accompagne justement sur le podcast, où il nous proposait de, enfin, lui, c'était plutôt de mettre en place des shorts, mais en fait, assez rapidement, on en a convenu de faire, bah, que ce serait lui qui pourrait nous aider à faire le podcast. Et en fait, c'est un peu un alignement des choses. Trop bien. Ensuite, ce podcast, il est ce qu'il est aujourd'hui. Euh,
on n'a pas une vision toute construite de où est-ce qu'il va nous emmener, mais ce qui est certain, c'est que là, on a commencé il y a plus d'un an, là aujourd'hui, on est à 12 000 abonnés sur YouTube, ça fonctionne bien, ça augmente notre visibilité, et voilà, c'est quelque chose qui est apprécié par notre audience, donc c'est top. Ouais, ouais. Puis je te rejoins, il y a de plus en plus de gens qui payent ou qui savent que ça peut s'acheter la visibilité podcast. Moi, quand je demande, donc, c'est gratuit, enfin pour venir chez moi, mais j'ai souvent les gens que j'invite, ils me demandent est-ce que c'est gratuit ou payant? Tu vois, donc c'est déjà Mmh, bien entré dans la tête de certains que je peux demander de l'argent. Tu vois. Alors bien c'est pas sûr, dit bien qu'ils sûr. acceptent du tout, vu que j'ai jamais dit c'est payant, mais c'est Mais non, mais c'est intéressant ce que je dis. Et nous récemment, on a eu des propositions de partenariat payantes pour euh, pour faire des contenus sur un followers. Alors, on n'a pas forcément donné suite, ouais. mais voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, avoir de la visibilité, c'est très important. Et aussi même, et ça je sais qu'il y a des confrères qui l'utilisent aussi, nous on a tendance à être assez discret dans nos dossiers, mais sur certains dossiers à enjeu, c'est des choses qu'on peut mobiliser aussi à un moment donné, quoi. En fait, le fait d'avoir une certaine visibilité, une notoriété, voilà. Donc euh, tout cela fait que, en tout cas, on sait que ce qu'on fait là, c'est bien. Déjà, on aime le faire, comme tu disais au démarrage de ce podcast, rencontrer les gens. Enfin là, voilà, on a une bonne discussion. C'est toujours sympa d'avoir cette discussion. D'autant plus que, en fait, je ne sais pas pour toi, mais, mais nous, comme notre métier est assez prenant, bah, on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir rentrer aussi loin Non, dans les échanges. c'est vrai. Et donc voilà, c'est aussi un aspect plaisir de notre activité de faire ce podcast. On rencontre plein de gens formidables. Et je pense que se faire plaisir, c'est quelque chose qui est important dans le business. Donc, c'est quelque chose forcément à développer, même si on ne sait pas exactement où ça nous emmènera. Ce qui est certain, c'est quand on se fait plaisir, qu'on fait des bonnes choses, bah, à un moment donné, oui, bah là, comme je disais, il y a des gens qui viennent, qui regardent notre podcast et qui veulent travailler avec nous, tout simplement. Je suis sûr qu'il y Hmm. aura des gens peut-être qui voudront travailler avec nous à la suite de ce podcast. C'est ça. Cliquez dans les liens de la description, c'est des liens affiliés, je vais avoir une commission. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager en Voilà. commentaire si ce qu'on vous dit vous appréciez, bien entendu. Allez, marketeux. Bon, bah, trop bien. Écoute, moi, j'ai fini tous les sujets que je voulais aborder avec toi, et puis je vois que le temps passe. Ouais, J'ai quand même 4 petites questions que j'aime bien poser à la fin à tous mes ok, invités. ok, C'est comme ça, c'est des questions que je veux me faire un genre de e-book après avec les réponses de tout le monde. Euh, ok. Première question. C'est quoi les 20% de missions qui te rapportent 80% de résultats? Euh, alors, on a des missions qui sont rentables. Bah, par exemple, on intervient en tant que délégué à la protection des données donc sur le RGPD pour des clients un peu grands comptes. Et donc ça, Ouais. c'est des offres à abonnement. Et donc, je, je dirais pas que ça apporte 80% de résultats, parce que c'est pas le cas, mais par Ouais, ouais. contre, en rentabilité, ouais, on est sur du 20-80, quoi, en fait. Euh, qui en général est offre à abonnement, et même, par exemple, dans Bouclier 360, c'est des offres qui sont assez rentables parce qu'en fait, on mutualise des choses et il y a du coup une récurrence des revenus qui fait que la rentabilité est 20-80. Et alors là, c'est pas une de mes 4 questions, mais pourquoi tu t'es pas dit, bah, on va se concentrer que sur ça et on va en faire 2 fois plus? Tu vois, on va prendre 2 fois plus de bouclier 360 ou 2 fois plus de la mission que tu as dit juste avant. Euh, Pourquoi tu te Bah, focalises pas là-dessus? Dans Bouclier, ensuite, il faut quand même délivrer les clients. Donc, en fait, il y a des Hmm. enjeux aussi de, enfin voilà,
en fait, nous, on accorde énormément d'importance à la qualité, donc on pourrait vendre plus, mais en fait, ce qu'on veut, c'est surtout aussi avoir de la qualité, donc avoir derrière des personnes qui traitent efficacement les dossiers. Euh, et ensuite, euh, oui, bah en fait, on pourrait plus se focaliser là-dessus, mais je dirais que encore une fois, on reste avocat, donc on n'est pas que dans une réflexion C'est totalement vrai. business. On est là aussi pour aider nos clients profondément. Et quand un client vient avec un dossier, bah, on l'aide, on trouve une solution et voilà. Mais c'est pour ça que c'est moins rentable parce qu'on va facturer notre temps. J'ai mes réflexes d'école de commerce qui sortent des Non, fois mais et genre c'est une bonne rentabilité, question, hein. rentabilité. Je me suis même dit à un moment donné, mais c'est vrai, il a raison. Pourquoi on fait pas que ça? Tu vas appeler Jean-Philippe, tu vas lui dire on change tout. On annule. Non, mais là, c'est voilà, c'est toujours, c'est toujours en fait ce que tu vois. Il y a ma personnalité entrepreneur et puis il y a ma personnalité avocat. Voilà, et c'est vraiment l'hybride mais qui façonne cette personnalité et aussi la vision de notre cabinet, quoi. Ok. Deuxième question. Avec le recul, c'est quoi dans ta personnalité qui t'a vraiment aidé à en arriver là où tu es? Bah, justement, je parlais de ma personnalité, donc c'est peut-être ce côté profondément entrepreneur, c'est-à-dire vouloir toujours répondre à un besoin et comprendre le chef d'entreprise, puisque je le suis moi-même, et donc Oui, me dire, mais est-ce que mon conseil, le conseil d'avocat que je lui donne, là, il est vraiment le bon pour lui, pour prendre sa décision? Est-ce que c'est vraiment compréhensible? Voilà. L'autre point, c'est que je pense que je suis quelqu'un qui est qui est une énergie assez importante, même si elle peut être fluctuante, et d'avoir envie de donner du sens et de la vision, mais de savoir aussi déléguer. Et ça, je pense que effectivement, sans cette nature où je sais faire confiance et je délèguerai, on pourrait pas avoir construit tout ce qu'on a construit, puisque par nature, en fait, l'entrepreneuriat suppose de faire confiance aux équipes avec lesquelles on est et de pouvoir déléguer aussi. ça doit être super dur ça, l'aspect délégué d'un truc que tu avais l'habitude de faire, que tu as l'impression que ça va jamais être fait aussi bien que... Enfin, pas aussi bien, mais de la manière que toi tu l'aurais faite. Ça doit être Bah, c'est sportif. accepter ça et encore une fois, tu ne peux déléguer que avec des personnes envers lesquelles tu as beaucoup d'estime et que tu estimes meilleures que toi pour le faire. Et ça aussi, à un moment donné, c'est de se dire, bah voilà, j'embauche des bonnes personnes, des personnes qui sont compétentes. Alors elles sont justement peut-être, elles sont meilleures que toi sur certains sujets. Elles sont pas meilleures que toi sur tous les sujets. Puis ça veut dire Oui, quoi, meilleures? Mais c'est des personnes qui sont vraiment compétentes dans leur domaine, quoi, en fait. ok. Troisième question. Est-ce que la chance a joué un rôle dans ton aventure? Je pense que la chance, elle existe. Moi, je suis aussi sportif et parfois, on sait qu'entre un succès, entre une victoire à une Coupe du Monde de football, un poteau, ça se joue à 1 centimètre. Donc, la chance, oui, elle existe. Mais après, il y a le fait d'arriver en finale pour pouvoir faire ce poteau. Donc, c'est aussi tout le travail qu'il y a autour en fait, la chance pour moi, c'est l'aléa. Et l'aléa, il y en a Ouais, partout, il y en a dans les dossiers, etc. Mais le but d'un entrepreneur, le but d'un sportif, le but pour avoir de la performance, c'est quelque part un peu de réduire l'aléa et donc de se donner les moyens de faire les choses. Donc oui, il y a une part de chance. Mais il y a une grosse part de travail. Et moi, si je pouvais peut-être évoquer la chance, ça a peut-être été de rencontrer le bon associé au bon moment, mais encore une fois, c'est quelque chose où je me suis potentiellement donné les moyens de l'avoir. Peut-être la chance d'être bien entouré, mais pareillement, c'est des choses où on s'est donné les moyens de le faire. Donc voilà, il y a une part forcément de chance à certains moments, mais il y a tout tout ce qu'on met pour provoquer ça aussi, quoi, en fait.
Je suis totalement d'accord. On provoque sa chance, mais Mm. elle est quand même là aussi Elle dans existe quand même. certaines actions. Elle est là, ouais, ouais. Et dernière question, comment tu gères les montagnes russes émotionnelles de l'entrepreneuriat au quotidien? Bah, je dirais que moi, j'ai non seulement les montagnes russes émotionnelles de l'entrepreneuriat, mais j'ai les montagnes russes aussi des dossiers. Donc, dans des dossiers, c'est des moments où on est Oh là là. potentiellement en guerre. Et donc, alors moi, profondément, je m'estime être un homme de paix. Je fais tout pour résoudre les litiges de façon amiable. C'est très important pour moi. Enfin, c'est vraiment, j'ai à cœur de faire ça, mais par moments, c'est pas possible. Donc, on doit activer des zones de guerre et finalement, par moment, on a des bonnes décisions, mais on en a aussi des moins bonnes, ça arrive aussi. Et donc, il faut tout simplement être conscient, profondément conscient de ses émotions, euh, très vite savoir passer à autre chose. Mais encore une fois, je faisais le parallèle avec le sportif de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, ils vont tous connaître des défaites. Ils vont tous, ils vont tous connaître des victoires, mais ils vont tous connaître des défaites. Et donc, c'est finalement ne pas être trop pris par tout ce qui arrive et essayer d'avoir des zones où on se décontracte, on se relâche, d'être bien entouré aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Tout cela va aider à finalement gérer ça. Mais c'est pas pour ça on va pas en avoir et ça fait partie des choses et ça c'est un apprentissage d'une vie Oh, oh là que de là. gérer que de gérer tout ça. Mais c'est aussi ce qui est beau quand on arrive à bien gérer les montagnes émotionnelles, c'est top. Ah ouais, il y a encore des jours où j'ai envie d'être tout seul sous ma couette à manger de la glace quand même. Des jours où ça va pas. Non, mais on en a tous des jours où ça va pas, voilà. Mais après, moi, je considère qu'il faut, euh, il faut savoir ralentir au moment où ça va moins bien Hmm. et finalement euh, et accélérer au moment où ça va mieux aussi et ne pas se cramer quoi. Enfin tout est dans le ne pas se cramer donc garder du temps pour soi, garder du temps pour son bien-être, cultiver aussi son état intérieur pour avoir du bien-être et vibrer juste. Trop bien. Merci beaucoup Henri d'avoir joué le jeu, d'être venu. Si on veut te retrouver, par où est-ce qu'on passe? Eh ben, vous pouvez aller sur le site InfoLawyers, donc j'imagine qu'il y aura peut-être dans la description, Ouais, ou sur le site de TLMR Avocat. Voilà, vous pouvez n'hésitez pas à découvrir notre podcast, n'hésitez pas à découvrir ce qu'on fait sur les réseaux, et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de travailler avec nous, que ce soit pour avoir un pack avec InfoLawyers ou pour des problématiques cabinet. Voilà, on sera heureux de vous accueillir. trop bien. Et ben, je remets tous les liens que tu as dit dans la description, comme ça ils ont qu'à cliquer. Et voilà. Merci pour Encore cet merci échange, beaucoup. Paul. Ben, merci à toi d'être venu. Oh, mais je suis en plein soleil, j'avais même pas remarqué en Oui, regardant la caméra. pareillement, à un moment donné, j'ai eu un conseil. Eh, petite ambiance. Et ben, merci beaucoup et à bientôt. Merci, Paul, à bientôt.